Devenir woke. 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 Bonjour, moi c'est Géraldine Franck et vous écoutez un épisode du podcast Devenir woke, le podcast qui raconte comment on a ouvert les yeux et le cœur pour voir les normes excluantes et les discriminations. Et donc j'ai été poussé dans la piscine du féminisme en mode intersectionnel direct. Donc quand on est comme moi un homme blanc, cis, hétéro, bourgeois, etc., c'est une piscine un peu fraîche. L'idée de ce podcast, c'est vraiment de se dire que peut-être qu'on est né tolérant, en tout cas on l'est pas resté. Ouais. Donc il faut qu'on réapprenne à le devenir. Et en règle générale, c'est des parcours. C'est le cas. En ce qui me concerne, c'est le cas. Voilà. Et aussi, l'idée de base, c'est de se dire qu'en fait, on est tous problématiques. On a tous des réflexes sexistes ou racistes, même si je tiens quand même à dire que quand je dis ça, parce qu'on peut aussi l'entendre, genre tout le monde est sexiste contre tout le monde et tout le monde est raciste contre tout le monde. Non, c'est du c'est pas sexisme. symétrique. Voilà, c'est du sexisme et du racisme qui vont toujours contre les mêmes personnes. Tu t'appelles Sébastien Garcia. Voilà. Donc toi, tu as d'abord eu une page Facebook et un site internet. Et actuellement, tu as une newsletter chez Kessel qui s'intitule Héraclès. Et dont la présentation... J'ai écrit un bouquin aussi. Ah, t'as écrit un bouquin aussi. Ouais. Ok, ça je savais pas. C'est quoi le titre ? Le sommet de la pyramide. Ok. Et il est sorti quand ? Et chez qui ? Chez Amazon. Ça fait partie de mon parcours. J'ai dû sortir la première édition, j'ai dû la sortir il y a 7-8 ans, quelque chose comme ça. D'accord. Et le sous-titre de ta newsletter, c'est « La newsletter pour les hommes qui veulent agir pour l'égalité entre les femmes et les hommes avec des trucs et astuces pour devenir un bon allié ». Alors ma première question, c'est comment es-tu devenue féministe ? Est-ce que je suis féministe déjà ? Ça, c'est une vraie question. Ce que je sais, c'est que j'adhère pleinement, intégralement à l'idéologie féministe. Ça, c'est sûr. J'ai lu, j'ai appris et j'achète presque tout. Ça, c'est sûr. Est-ce que je suis féministe ? Je ne sais pas répondre à cette question. Est-ce qu'un homme peut être féministe ? Je ne sais pas répondre à cette question. Donc, je préfère laisser planer le doute. Là où il n'y a pas de doute, c'est que je soutiens le féminisme. Je travaille mon féminisme. Je lis et j'écoute beaucoup d'auteurs féministes et je me reconnais intégralement dans l'ensemble du corpus de pensée, de projets de société que représente le féminisme. Donc ça, que ce soit dit. Mon parcours, en fait, c'est 10 ans, puisque ça remonte au mariage pour tous. Le mariage pour tous, ça a été pour moi la découverte de l'homophobie. Alors l'homophobie, je savais que ça existait, ça restait un concept assez abstrait. J'avais plein d'amis gays qui devaient certainement avoir des expériences de l'homophobie, mais on s'en parlait pas vraiment, parce que bon, on se voyait, on faisait la fête, on dînait, on passait du temps ensemble, donc ils me racontaient pas leurs histoires. En revanche, l'homophobie, on l'a vu à la télé. On l'a vu, revu, et en fait, ça m'a mis en colère. Et je suis allé manifester. Ça a été mon premier engagement politique, en fait. Il y avait eu 2 vaquets avant pour les gens qui ont plus de 50 ans, mais j'étais allé surtout parce que c'était cool pour draguer des meufs, les manifs à l'époque. Là, c'était mes premières manifs, mon premier engagement politique sincère. Et autour de ça, il y a eu beaucoup d'articles, de réactions, etc. Et ma femme, Véronique, elle voyait ces articles sur Facebook. Entre autres, elle suivait une page qui s'appelait Les Copines de Cosette, qui à l'époque était une émanation du magazine Cosette. Elle a commencé à me partager des contenus. Et j'ai trouvé ça super. J'ai suivi la page, le groupe, et c'était un groupe féministe intersectionnel. Et donc j'ai été poussé dans la piscine du féminisme en mode intersectionnel direct. Donc quand on est comme moi un homme blanc, cis, hétéro, bourgeois, etc., c'est une piscine un peu fraîche. Mais ça a été une révélation en fait. C'est-à-dire que toutes ces choses qu'on sait, parce que quelque part, le féminisme ne découvre rien. C'est que des choses qu'on sait. On sait que les femmes sont violées, battues, assassinées, harcelées, discriminées. Rien de tout ça est ignoré. Mais soudain, on met tout ça en système. On met des chiffres,
Et on commence à voir la taille du truc, le côté systématique, répétitif. Donc ça, c'est une première chose, première découverte. Deuxième découverte, il y a un peu un éléphant dans la salle. Hein. C'est généralement qui est l'auteur de tout ça. C'est un peu toujours le même personnage. C'est presque toujours un mec. Il est très souvent blanc. Il est très souvent straight. Et moi, j'étais dans cette équipe-là. Et ça a été à la fois donc la découverte de tout un ensemble de connaissances sociologiques, historiques, politiques qui m'ont vraiment intéressé, et la découverte que je faisais partie d'une équipe qui jouait un rôle dans cette histoire-là, et que c'était pas un super rôle. C'était un rôle central, mais que c'était pas un rôle extrêmement souhaitable. Et on parle beaucoup de déconstruction. C'est là que j'ai compris que j'avais des choses à démonter dans ma tête. Et ça a été un travail, beaucoup de lecture, beaucoup d'introspection, beaucoup d'échanges, de discussions avec les femmes de mon entourage, avec des militantes féministes parfois bien hardcore, mais qui m'ont formé à la schlag un peu. Et je suis pas du tout en train de me plaindre, au contraire. Enfin, je leur sais gré de m'avoir consacré du temps et de l'énergie parce que ça m'a aidé. Et pour progressivement, comme ça, me débarrasser de toute une série de biais, de préjugés, tout ce qui nous encombre. Donc voilà. Et là-dessus arrive MeToo. Et MeToo, pareil, pas surprenant en fait, parce que déjà, on le savait avant, et puis ayant toutes les lectures que j'avais, j'étais au courant. Mais ce dont j'étais pas au courant, c'est de voir des mecs réagir, quoi. Et les mecs réagir avec on peut plus draguer. Et en fait, il y avait ça, le fait que j'allais dans des conférences où j'étais le seul mec, alors que c'était hyper intéressant, que ça concernait tout le monde, c'était hyper intéressant. Puis je me regardais, je me demandais si c'était pas des trucs en non-mixité. Et les réactions des mecs sur MeToo, et j'ai touché du doigt le retard, mais le retard abyssal des mecs par rapport aux meufs féministes, quoi. Et que tout dialogue était impossible. Que j'ai souvent fait la comparaison qu'on avait d'un côté une équipe de foot Champions League qui était en Champions League depuis des années, et à côté un pauvre club amateur où les mecs ils ont des balles carrées, quoi. Et ils essayaient de jouer dans la même cour, et c'était ridicule et inutile. Il n'y avait pas de dialogue possible entre cette population dont j'étais un des représentants, hein, et des femmes qui depuis tellement longtemps travaillaient, se remettaient en question, retravaillaient, allaient chercher dans les coins. Enfin, ça va loin, tout le corpus scientifique, sociologique féministe, il va loin, et l'introspection féminine, elle va loin, et elle n'a pas peur, elle se voile pas les yeux, etc. Et de l'autre côté, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, à part quelques sociologues qui ont étudier le féminisme, sur les réactions des hommes vis-à-vis du féminisme et le boulot qu'il faut qu'ils se mettent à faire. En fait, il y avait vraiment rien du tout. Et en discutant autour de moi, déjà j'ai commencé à perdre des amis, et puis je me suis rendu compte que autour de moi il y avait rien non plus. Donc il y a eu cette prise de conscience là. Donc ça a vraiment été MeToo. Et quand j'ai vu que l'absence de réaction, ou les réactions complètement débiles de la plupart des mecs qui avaient un porte-voix, j'ai dit il faut que je prenne un porte-voix moi, et qu'il y en a au moins un qui dise moins de conneries que les autres, quoi. À ce moment-là, il y a eu autre chose. Ça a été ma première action militante féministe. Il y a eu Nuit debout. Et Nuit debout, c'était chouette, ces places de la République là. Peut-être que tout le monde s'en souvient pas. Ça a été cette longue manifestation après la loi travail. Et il y avait entre autres des groupes de parole féministes non mixtes. Et je m'étais approché, j'étais avec ma femme, et puis et il y a eu des rixes en fait, il y a eu des bastons parce que il y avait des mecs qui voulaient assister au groupe féministe non mixte. Leçon de vie, si vous voulez que des mecs viennent à un truc féministe, vous dites qu'il est non mixte, et soudain ils ont tous envie de venir. Et ce que je leur ai proposé au groupe qui organisait ça, c'est de dire si vous voulez, moi je me mets un peu plus loin, et quand il y a des mecs qui veulent venir, vous me les envoyez, et je leur explique le concept de la non-mixité que j'avais connu grâce à ces groupes intersectionnels sur lesquels je grenouillais depuis longtemps. Et ça a super bien marché. C'est-à-dire que les femmes qui surveillaient l'entrée, elles envoyaient des mecs, puis on discutait, et on avait une discussion intéressante, constructive, et je faisais de la pédagogie de ce concept-là, et ça passait crème, quoi. Et donc il y avait plus déjà
j'étais éloigné du groupe, ça faisait pas de bruit, ça gênait pas les femmes qui voulaient parler entre elles. Et ensuite, je faisais un boulot de pédagogie qui visiblement marquait des points. Et là, je me suis dit, en fait, quand c'est un mec qui... Bon, c'était pas très nouveau, mais quand c'est un mec qui parle, ça passe. Je pense parce que je suis un mec, et sans doute que j'ai une façon de dire les choses, une façon de les expliquer qui fait que je suis pas vénère, je suis pas énervé parce que je suis pas touché dans ma chair. Donc j'ai le luxe de pouvoir prendre de la distance par rapport au sujet. Et du coup, n'étant pas énervé, je suis certainement plus pédagogue qu'une femme qui a déjà expliqué le même truc pour 50 fois, des mecs qui s'en foutent complètement, et puis c'est un truc qui peut la toucher très profondément, et du coup, elle n'a pas nécessairement le calme, la sérénité pour être une pédagogue efficace. Moi, ayant cette distance, le luxe de cette distance, j'ai cette possibilité. Ça marche. Puis les mecs écoutent les mecs, hein. Donc voilà. Et c'est là que je me suis dit, je vais faire un bouquin. Alors au début c'était pas tellement un bouquin, c'est quelqu'un qui m'a dit c'est super ce que tu fais, viens faire une conférence chez moi. C'était une boîte de médias, quelqu'un qui avait un média avec une centaine de personnes, et du coup j'ai commencé à écrire la conférence. Puis j'ai écrit, puis je la recroise quelques semaines après, je lui dis la conférence, j'espère que t'as du temps, c'est long. Alors on en parle un peu, elle me dit mais en fait t'es en train d'écrire un livre, et j'en avais pas pris conscience. Donc je lui dis ouais t'as raison, je fais un livre. Donc j'ai pas fait la conférence, je l'ai faite plus tard, mais j'ai écrit un livre qui s'appelle Le Sommet de la Pyramide, et j'en ai vendu un petit millier. L'intégralité des bénéfices étant reversée à la Fondation des femmes. Puis ça a commencé à me donner un peu de visibilité en fait. Donc en même temps, j'ai ouvert une page Facebook qui s'appelait DHB, qui existe encore mais que je n'anime plus, qui a été assez efficace, qui a bien marché. Venant du marketing et de la publicité, les leviers des réseaux sociaux, je les connaissais et je les ai utilisés au profit de cette cause-là. Je commençais à être invité, j'ai fait des interventions dans des lycées pour en reparler, ça n'a pas été nécessairement un grand succès. Et puis j'étais invité, j'ai participé à un documentaire sur France 2 sur la virilité, qui était un témoignage à plusieurs voix sur des mecs qui se posaient vraiment des questions, donc c'était plutôt intéressant. Et puis j'ai comme ça grenouillé pas mal, et là depuis peu, à la fois j'ai monté une start-up en fait il y a 5-6 ans, une start-up de tech, donc dans un univers très très masculin, et d'emblée j'ai décidé avec mon associé que ce serait une boîte à parité exacte. Donc on en fait un objet, c'est un objet technique et c'est un objet économique, mais c'est aussi un objet politique. Donc non seulement c'est une boîte à parité exacte, mais on a des vraies valeurs d'inclusion, etc. Donc il y a moitié de femmes, moitié d'hommes, il y a aussi moitié de blancs, moitié de racisés, et il y a un mélange comme ça qui s'est opéré assez naturel. Pas la parité homme-femme, ça se fait pas naturellement, ça se décide, puis ça se fait pas tout seul. Puis le reste, finalement, ça a suivi. Et ça marche pas mal. Et depuis, je dirais, j'ai déplacé un peu ma plateforme de discussion sur LinkedIn. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, Facebook, j'ai eu 2 problèmes avec Facebook. J'ai un premier problème qui était qu'on était un peu victime de notre succès et j'arrivais plus à modérer. Et il y avait énormément de violence, on subissait beaucoup d'attaques, de trolls masculinistes, ou turfs, etc. Et on n'arrivait plus à faire face à la modération. Ou alors on avait des super posts qui se faisaient shooter par Facebook parce qu'ils étaient signalés en masse et on n'était pas équipés, on n'avait ni le temps ni l'énergie pour le faire. Et puis j'avais un autre problème. Facebook, c'est une audience très très large, et quand moi, un homme bourgeois blanc, je disais que que les hommes avaient des privilèges, il y a des types en face de moi, ils avaient du mal à accepter ça parce que eux ils sont pas privilégiés. Ça peut être des mecs dans la galère, qui n'ont pas la chance que j'ai eu, les chances que j'ai eues, etc. Et quand je viens leur dire qu'ils vivent dans un monde où ils sont privilégiés, ils se mettent en PLS, et ils ont raison en fait. Et ils ont raison parce que à l'aune de mon discours, ça passait pas et ça les mettait dans une colère noire, et j'étais dans l'incapacité de savoir quoi leur dire en fait. Les discours politiques sont situés, et mon discours politique venait d'un mec blanc bourgeois très privilégié, donc il y avait cette limite là. Et je me suis déplacé sur LinkedIn. Là, LinkedIn, c'est un réseau de boomers comme moi, et là, on peut y aller là. Et je continue d'ailleurs. Et on travaille aussi. On a créé un groupe secret où entre d'hommes et de femmes, on s'entraide pour soutenir des posts à teneur féministe et qui se font troller.
Et ça marche pas mal. On a même réussi à faire supprimer certains posts, etc. Ou alors à changer la tonalité d'un thread de commentaires sous un post. Donc ça marche bien. Et puis il y a maintenant 6 mois, j'ai lancé Héraclès. Donc c'est une newsletter pour apprendre aux mecs. Alors quand c'est joliment dit, c'est pour apprendre aux mecs à devenir des alliés. La base, c'est juste pour qu'ils arrêtent de faire chier, quoi. Et donc ça va pas, c'est assez modeste, c'est-à-dire que ça cherche pas à faire un travail de dingue, mais au moins que les types comme moi comprennent qu'ils ont des comportements problématiques. Mettre le doigt dessus, cesse de les avoir, ça c'est première étape. Deuxième étape, qui commence un peu à sortir du bois, et que le travail que je fais avec une certaine échelle, ils le fassent autour d'eux. Voilà pour le parcours. 10 ans tout rond, parce que les 10 ans du mariage pour tous, on les a fêtés il n'y a pas très longtemps. Alors je me mets dans la place d'une féministe qui écoute ce podcast et qui n'était pas là au début avant qu'on se lance pour écouter nos échanges informels. Donc je précise quand même que c'est moi qui t'ai proposé de parler longuement. Voilà, pas que tu sois taxé d'avoir parlé trop longtemps sans que je ne t'interrompe. Voilà, c'était ma commande. Je sais plus si c'est le tout premier numéro de ta newsletter que j'ai lu. Dans une des newsletters, tu disais que tu avais cette hypothèse que le mariage pour tous, toutes les polémiques qu'il y a eu pour que ça puisse être accepté, toi tu avais des amis a priori hommes homosexuels dont tu voyais qu'ils étaient touchés par cette polémique, et l'hypothèse que tu émettais, c'était que tu avais dû passer par de l'empathie pour des hommes pour pouvoir développer ton empathie pour des femmes. Est-ce que ça, c'est une analyse que tu fais toujours, et comment est-ce que tu peux essayer de l'expliquer ? En fait, je m'en suis rendu compte avec la sortie du livre La Familia Grande. La Familia Grande, ça a fait un coup de tonnerre, et soudain on s'est mis à parler de l'inceste, etc. Alors que l'inceste, tout le monde le connaît, que la majorité des victimes sont des filles, et soudain on entend parler de l'inceste et la victime est un garçon. Je me dis, c'est quand même bizarre. Des livres sur l'inceste, il y en a des tonnes. Et des trucs, en plus, il y en a qui sont précis, qui sont hardcore, hein. Christine Angot, etc. On les a lus, ça y va. Ils n'ont pas fait ce bruit-là. Je me dis, est-ce que ce serait par hasard parce que c'est un garçon la victime? Et comme je m'introspecte beaucoup sur ces sujets-là, je me dis, mais en fait, qu'est-ce qui t'a fait bouger de toi alors que tu étais déjà au courant? Ce qui t'a fait bouger, c'est des mecs discriminés. Et donc oui, je suis convaincu, ça reste une hypothèse, mais une hypothèse qui est en train de me convaincre de plus en plus que c'est parce que ça m'a touché de près, parce que c'était des hommes qui étaient touchés, parce que collectivement, on a beaucoup plus d'empathie envers les hommes qui souffrent, ou plutôt collectivement, on a appris à ne pas avoir d'empathie envers les femmes qui souffrent, que c'est ça qui m'a fait bouger. Et voilà, c'est comme ça. C'est pas joli, mais en même temps, ça existe. C'est comme ça. Et en même temps, c'est important d'en avoir conscience. Moi, j'ai travaillé quelques semaines au 115 de Paris, et évidemment que tu es empathique pour chacune des situations des personnes sans abri qui appellent et qui sont à la recherche d'un abri. Mais en même temps, quand tu reçois 10 appels par heure, voire plus, t'es pas en pleurs à chaque appel. Et il y a forcément des moments où tu t'identifies plus, et malheureusement, tu t'identifies plus facilement avec des gens soit dont tu te sens toi personnellement proche, soit qui te font penser à quelqu'un que tu connais. Et ça, je pense que c'est un mécanisme dont il faut avoir conscience, justement pour pouvoir le déjouer en fait. Le déjouer ou s'en servir comme un levier. Alors du coup, tu nous as expliqué comment tu es devenue féministe, grâce notamment à cette page Facebook, où il y a tout un travail de pédagogie auquel tu as eu accès. Est-ce que dans ton parcours de prise de connaissance du milieu féministe et des thématiques féministes, quelles sont les expériences que tu as pu avoir où tu t'es dit « Ah ouais, ça, je l'avais pas encore conscientisé » où ça te fait un petit choc de te dire qu'il y avait quelque chose qui était un peu évident, auquel tu aurais pu penser par toi-même, mais enfin, il a fallu qu'on te le mette sous les yeux pour que vraiment tu en prennes pleinement conscience. En fait, tout est comme ça.
Et ça l'est encore aujourd'hui. Je pense que par rapport à la moyenne, j'ai un niveau de culture féministe qui est pas trop mal. Il en reste pas moins que je continue d'écouter. J'écoute beaucoup de podcasts. Je lis de la fiction, mais j'écoute beaucoup de podcasts. Et je découvre. Enfin, on continue de me mettre sous les yeux des trucs que j'aurais dû savoir, et puis on me les montre et j'en ai conscience. Hier, j'écoute beaucoup les couilles sur la table. Forcément, c'est super bien. Et hier, c'était un vieux podcast parce que je vais creuser dans les archives, et il y avait une femme qui parlait des préjugés et des clichés, et à quel point les clichés sont utiles pour justifier des situations sexistes, et qu'en fait il y a une espèce de cercle vicieux comme ça. Bon, voilà, j'ai appris un truc. Je me le suis noté, etc. C'est quelque chose dont j'avais jamais pris conscience. Donc ces éclairages, ces conscientisations, c'est permanent. Et à titre personnel, je trouve ça passionnant. C'est une découverte. J'adore l'idée qu'on découvre un truc nouveau sur quelque chose qu'on sait déjà. Et c'est vraiment, enfin, je trouve ça intellectuellement, de toute façon, ces 10 ans de parcours, c'est intellectuellement captivant. Même si ça a plein d'impacts émotionnels aussi, mais intellectuellement, c'est vraiment super intéressant. Alors, on l'a déjà évoqué un peu, mais j'aimerais bien qu'on creuse un peu cette question. Est-ce que c'est dur de mobiliser les hommes? Est-ce que c'est difficile de les faire évoluer? Toi, là, tu as ta newsletter, tu as ta page. Quelle est la proportion de femmes et d'hommes qui te suivent? Et quelles sont les résistances que tu arrives à percevoir chez les hommes? Alors, déjà, en tant qu'homme, c'est pas dur de bouger. Moi, je fais que gagner, hein. Depuis que j'ai eu cette prise de conscience et que j'avance là-dedans, je fais que gagner. Donc, je perds rien. C'est une injustice de plus. Les femmes féministes, plus elles sont féministes, plus elles en prennent plein la gueule. Un type, plus il est féministe, plus il se fait encenser, etc. Alors, est-ce qu'on perd des relations et des amis? Oui. Je m'en fous. Deux, je pense que le solde est carrément positif parce que par ailleurs j'en gagne plein et des super. Donc voilà, je suis encore super gagnant sur tous les plans. Bon. Après, est-ce que c'est dur de faire bouger les hommes? J'ai senti un vrai changement de climat qui date, bon, je peux pas le dater, mais qui date de 2-3 ans. Il y a encore 4-5 ans, quand je parlais de mes engagements à d'autres types, j'avais des mecs poliment intéressés, qui faisaient qui se retournaient et qui se barraient la queue entre les jambes. Là, aujourd'hui, j'ai des mecs qui viennent me voir pour dire ce que tu dis, ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il faut changer? Comment on peut changer? Etc. Donc là, il y a eu un vrai changement. Enfin, ça donne espoir. C'est quelque chose que j'essaye de dire le plus souvent, et surtout à des militantes féministes qui se prennent les mascus en pleine face. Les mascus existent. Je pense qu'il y a aussi de plus en plus de mascus, c'est l'effet backlash. Mais je pense qu'il y a de plus en plus d'alliés. Ils sont encore pour l'instant très discrets, très silencieux, et ça fait partie de mon boulot de les motiver, de leur donner le petit coup de pouce pour qu'ils sortent du bois. Je suis convaincu que si on faisait un sondage de est-ce que t'es allié ou pas, on verrait les chiffres évoluer, et plutôt dans le bon sens. Une chose est sûre, alors est-ce que c'est mon discours qui s'est amélioré ou est-ce que c'est le climat qui a changé? Peut-être les deux, mais je rencontre aujourd'hui beaucoup plus d'adhésion que d'opposition. Et ensuite, moi les masculins ne m'intéressent pas. Enfin, ils m'intéressent pour en rire éventuellement. Ils m'intéressent pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce dont j'étais, c'est le ventre mou. C'est les gars gentils. C'est les gars gentils qui... alors, est-ce qu'ils ont des casseroles au cul? Peut-être. Mais en tout cas, a priori, ils veulent pas de mal. A priori, ils veulent pas de mal. Et quand on leur demande s'ils sont sincèrement pour l'égalité homme-femme, je pense qu'ils sont sincèrement pour l'égalité homme-femme. Sauf que ça va pas plus loin. Ça va pas au-delà du souhait, etc. Et tout le boulot, c'est de les pousser à entrer en action. De leur expliquer que le souhaiter c'est bien, mais ça suffit pas et qu'il faut rentrer en action, qu'il y a des choses à faire sur soi-même et sur son environnement. Et c'est cela que je vise. Moi, je cherche le ventre mou et il n'y a pas besoin de beaucoup de gens pour faire bouger des gens, donc il faut aller en chercher quelques-uns. Ce qui est un conseil qu'on peut donner de manière générale, hein, c'est de viser les gens comme tu les appelles au ventre mou, parce que effectivement les autres, il y a aussi un moyen de s'épuiser soi-même et de plus avoir la capacité, la force requise pour continuer à faire du travail de pédagogie. Ça sert à rien, en fait. On les voit, moi je les vois, les mecs masculins que j'ai en face de moi de temps en temps, je les utilise parce que ils me répondent sur les réseaux sociaux, ça fait monter le reach de mes contenus, mais ça sert à rien. Enfin, ils sont coincés dans leur truc, je les laisse à leur souffrance, parce que au final c'est une vraie souffrance, mais c'est pas mon affaire.
Alors tu relatais cet épisode de Nuit debout où tu faisais un peu de la médiation pour éviter que ce soit les femmes qui essaient de faire des réunions non mixtes qui soient en plus obligées de devoir gérer ces mecs qui, comme tu le disais très justement, voulaient participer précisément parce que c'était non mixte. Moi ça m'arrivait à plusieurs reprises évidemment d'être soit dans des conférences, soit dans des échanges informels, de tenir un propos féministe, que j'ai face à moi un homme qui émet des doutes quant à ce que j'expose, et qu'un autre homme entre dans la danse, dise la même chose, très honnêtement, sans vouloir me vanter, moins bien que ce que j'ai fait, mais que pour autant, tout d'un coup, il est écouté. Et on le sait, tu le disais, c'est pas un scoop, les hommes écoutent les autres hommes, donc oui, je pense que là, vous avez un vrai rôle à mener, parce que vous vous épuisez beaucoup moins que nous pour dire la même chose, et tout d'un coup, c'est entendu, mais il me semble important pour les hommes féministes de pointer ça du doigt auprès des hommes qui n'ont pas écouté en disant mais est-ce que tu te rends compte que je viens de dire la même chose que ma camarade et que moi t'as réussi à m'écouter et que elle t'as pas été capable de l'écouter, parce que moi quand je vivais ces scènes-là, mais ça me mettait dans une rage infinie. Et alors je me suis jamais retrouvé dans cette situation-là. Je me suis souvent retrouvé dans une situation où j'étais sur scène, on me tendait un micro et je disais des trucs féministes aux mecs, et j'avais des femmes en face de moi très énervées parce que tout le monde m'écoutait, alors que sans doute je parlais moins bien que si elle avait parlé. Et voilà. Donc ça c'est j'ai l'impression qu'il faut en passer par là. Par ailleurs, j'essaye quand j'ai des contenus sourcés, je source des contenus. Après, ce que j'ai appris à faire progressivement, c'est à surtout parler du ressenti des mecs, à parler de ma propre expérience, de savoir d'où je viens, pourquoi je pensais ça, pourquoi je réagissais ça, et pourquoi du coup j'en suis venu à réagir autrement. Et ça, c'est un propos qu'une femme ne pourrait pas tenir. Parce qu'elle n'a pas connu cette expérience. Moi, j'ai été socialisé en tant que mec et, par exemple, pendant très très longtemps, j'étais incapable d'aborder une femme dans la rue, par exemple. J'étais beaucoup trop timide pour le faire. Et pendant longtemps, je l'ai vécu comme dans un sentiment de lose. C'était vraiment un truc que j'avais pas coché sur ma carte du vrai mec, quoi. Ce sentiment de lose, le fait d'avoir tellement souvent envie de le faire, de pas l'avoir fait, d'avoir admiré les mecs capables de le faire, etc. Ça, c'est une expérience de mec. Et du coup, plus ça va, plus j'essaye de focaliser mon discours là-dessus. Sur nos propres fonctionnements, dysfonctionnements. La cour de récré, moi j'étais dans une école de garçons, la cour de récré c'est un endroit où se forge énormément de choses. Aucune femme n'a connu ce que c'est qu'une cour de récré d'une école de mecs. Donc j'essaye de plus en plus de pas le piquer de ce que... Bon, si on parlait des données, des grands faits, etc., on peut le faire, mais de parler d'expérience et de parler de mon expérience de mec. Alors tu disais qu'il y avait des féministes qui t'avaient bousculé et que tu avais trouvé ça positif. Et j'ai une amie qui s'appelle Tiffany qui fait des spectacles féministes. Et elle me racontait que quand, très souvent, ces spectacles se font dans une certaine non-mixité et qu'en règle générale, ça se passe bien. Par contre, quand elle est invitée dans des lieux où il y a du coup la moitié du public est composé d'hommes, voire plus, elle sentait qu'il y avait une ambiance qui changeait et que de ce qu'elle avait pu constater, c'était pas nécessairement les hommes qui étaient réfractaires à son discours, mais c'était les femmes qui avait peur que les hommes avec qui elle se trouvait soient réfractaires à ce discours, et que quand venait le temps d'échange à la fin du spectacle, elle avait beaucoup de femmes qui prenaient la parole pour dire que non, mais quand même il y en a des biens. Parce qu'elles avaient peur d'être associées à un discours qui est très confrontant, et elles n'avaient pas envie d'être dans cette posture-là, et du coup elles venaient rassurer les hommes avec qui elles étaient. Et moi ça m'a fait penser à une expérience où moi je suis également antispéciste, et je me suis retrouvée dans l'antispécisme où il y a des gens qui sont très engagés, plus ou moins féministes, et parmi les structures qui ont existé, qui sont vraiment dans une perspective intersectionnelle, il y avait l'Université d'été de la libération animale, et lors de sa première édition, donc il y avait beaucoup de personnes non binaires, beaucoup de personnes trans, beaucoup de femmes, et on a décidé que les hommes cis seraient les seuls, alors c'était un été caniculaire, on avait décidé que les hommes cis seraient les seuls qui n'avaient pas le droit d'être torse nu. Voilà, toutes les autres personnes pouvaient être torse nu si elles le souhaitaient. Par contre, les hommes cis, on leur a dit, mais en fait, vous êtes toujours dans des espaces où tout vous est autorisé. Donc là, on a envie que vous fassiez cette expérience inverse où vous n'avez pas les droits
auxquels d'autres peuvent prétendre. Et en fait, j'en ai discuté à Béret avec un des hommes cis qui avait participé, et il me disait que sur le coup, ça l'avait vraiment mis en colère. Bon, il était quand même resté, il avait passé toute la semaine avec nous, et que rétrospectivement, il se rend compte que c'est la chose la plus puissante qu'il ait vécue dans sa vie, parce que il avait fait cette expérience de l'injustice fondamentale, et que ça lui avait permis en fait de comprendre ce que vivent les personnes minoritaires ou minorisées le reste du temps. Et je pense que il faut pas qu'on ait peur de ça, de la confrontation, parce que certes, elle peut être violente sur le coup, mais en fait, on ne sait pas ce que ça vient mouvoir chez l'autre. Et toi, tu le dis bien, c'est-à-dire que oui, il y a eu des choses qui pour toi ont été très pas forcément violentes, mais en tout cas très très remuantes, très bousculantes, et en fait, ça t'a aidé. J'ai éprouvé le rejet déjà, puisque j'étais parfois dans des groupes de discussion où il y avait quasiment que des femmes ou que des femmes. Beaucoup pouvaient être clairement, objectivement misandres, vouloir que je ne sois pas là, etc. Donc ça, j'ai expérimenté ce truc-là. Et puis il y a plus profondément, et ça c'est intéressant, je parlais de la cour de récréation tout à l'heure, quand je rencontre des hommes dont je comprends qui sont sincèrement engagés dans la même direction que moi, de façon plus ou moins articulée, etc., quand je creuse un peu, il y a quand même quelque chose qui revient très très souvent, c'est des mecs qui ont souffert dans la cour de récréation. Et moi quand j'étais petit, puis vraiment averse à la violence, et c'était pas cool la cour de récréation. C'est-à-dire qu'une cour de récréation d'une école de garçons, c'est très violent. Alors on subit pas toujours la violence, mais la violence elle est permanente, la menace de la violence elle est permanente, c'est toujours les mêmes mecs. C'est un petit groupe de mecs, c'est 10-15% de mecs qui font régner la terreur en fait. Et je crois qu'il y a beaucoup de mon engagement féministe aujourd'hui qui vient de cette expérience. Alors, ça fait long quand même, du CM1 jusqu'à la 4e où j'étais en école de garçons, de cet entre-soi masculin violent où à tout moment je pouvais me faire brutaliser sans raison, sans aucun moyen de répliquer et sans qu'aucune structure d'autorité n'intervienne. Parce que rien à foutre. Donc je crois que ce truc-là, cette expérience vécue, je pense qu'elle participe dans ma capacité d'empathie aujourd'hui quand je vois des femmes témoigner des violences ou des menaces de violence qu'elles subissent. Et c'est un trait que j'ai retrouvé chez beaucoup de mes camarades qui sont engagés dans la même direction que moi. Alors, évidemment que le patriarcat favorise les hommes, ça, on ne va pas revenir dessus. Néanmoins, puisque c'est un système qui contraint les esprits, qui contraint les corps, qu'est-ce que toi tu as envie de dire aux hommes, ou si un jour on arrive à mettre un terme au patriarcat, quels sont les espaces où eux aussi ont quelque chose à y gagner, sachant qu'il faut se mettre d'accord sur le fait qu'ils ont surtout à y perdre. Ce qu'ils ont à y gagner, c'est l'égalité. Et moi, en tant que femme blanche, je suis capable de dire, si un jour il y a l'égalité entre les racisés et les blancs, je vais y perdre. Parce que là, de fait, j'ai un accès facilité au logement, j'ai un accès facilité à l'emploi, mais je suis prête à y perdre parce que, en tant qu'humanité, on a à y gagner. Donc, je suis assez méfiante de cet angle d'attaque qui consiste à dire aux hommes, vous avez à y gagner. Non, vous avez à y perdre, mais l'humanité a à y gagner. Néanmoins, quand même, cette question sur, voilà, quels sont les espaces où le patriarcat vient aussi contraindre les hommes et où il y aurait une forme de libération aussi pour les hommes. Et alors, moi, je suis pas d'accord avec toi. Je suis convaincu qu'on a tout à gagner. Et pas uniquement en tant que groupe humain, mais en tant qu'individu. Je prends un exemple tout con. L'égalité salariale. Il y a beaucoup de gens qui vivent en couple hétéro. Qu'est-ce qui se passe si madame gagne plus ? On a une meilleure qualité de vie. Donc c'est un exemple tout bête où on voit que l'égalité salariale, moi ça va rien me faire perdre et ça va améliorer le revenu de ma compagne et qu'au final la qualité de vie de notre foyer va s'en trouver améliorée. Et ça, il y a plein d'éléments. Alors qu'est-ce que je vais perdre ? La liberté de violer ? Génial. En fait, les trucs que je vais perdre, c'est des trucs pourris. C'est franchement des trucs pourris. On m'a juste appris qu'en fait c'était des trucs bien, mais il suffit juste de me montrer que c'est des trucs pourris pour que en fait je me rende compte que je vais perdre des trucs sans intérêt et que je vais gagner des trucs super. Donc non, alors là, je suis tout à fait. Par exemple, dans ma newsletter, je ne parle plus de privilèges parce que c'est une réalité. En tant qu'homme blanc, on est très privilégié, mais le fait d'accéder à une société égalitaire,
C'est juste que d'autres font gagner ces privilèges, mais moi je vais pas les perdre. On va avoir cette amélioration générale. D'autres emmerdes qui vont nous tomber dessus, mais ça c'est autre chose. Mais on va avoir cette amélioration générale qui va faire qu'en fait, je suis convaincu que je vais rien perdre. Alors à certains moments, je vais perdre parce que sur un choix de boulot, il y a un moment, on va me préférer une femme à un homme parce qu'on aura donné les mêmes chances aux hommes et aux femmes et que donc je serai pas choisi pour une mutation, pour une promo, pour un truc. Oui, il y a peut-être des moments où je vais perdre. Je suis 100% convaincu que le bilan est positif pour tout le monde dans cette histoire-là. Quand on argumente avec des personnes qui ne sont pas féministes, en règle générale, on a droit à ce que dans les milieux militants, on appelle le bingo. C'est-à-dire qu'on a des réactions stéréotypées qui reviennent de manière répétée. Est-ce que toi, tu as tenté de les déconstruire? Quelles sont celles que tu as le plus identifiées et comment tu tentes d'y remédier? Alors, quand j'animais ma page Facebook, j'avais un camarade qui m'aidait, Arnaud de la Grandière, et on avait travaillé ensemble sur tout un ensemble de trucs qu'on appelait les arguments pourris. Et on en a 30 des arguments pourris. Et c'était pas mal, on avait une bibliothèque, puis du coup on copiait-collait, quand on avait un argument pourri qui arrivait, on copiait-collait, et ça nous faisait gagner beaucoup de temps. Et je les ai toujours, ça, si ça intéresse quelqu'un, c'est de l'open source, je le fournis à qui veut. Oh, il y avait tout, il y avait, bon, Not All Men, c'est le truc quand même le plus courant. Mais moi je suis gentil, les bonnes intentions, ce qu'on appelle le brocialisme, c'est d'abord, il faudrait d'abord déconstruire le capitalisme et ensuite le féminisme viendra. Il y en a plein. Mais c'est vrai que le Not All Men, c'est quand même le très très gros. Mais moi, je suis trouve gentil. que les féministes, elles ont super bien répondu à ça avec l'histoire des champignons que tu dois connaître. Alors, peut-être je l'ai vu, mais quand tu le dis comme ça me rappelle rien. L'histoire des champignons, c'est de dire, en fait, quand tu vas dans la forêt, il y a des champignons qui sont vénéneux et d'autres qui le sont pas. Mais en fait, tu ne sais pas lesquels le sont. Donc, dans le doute, tu te méfies de tous, en fait. Excellent. C'est tout à fait ça. Et moi, par rapport à ça, ma réponse en fait, c'est un peu le cœur du truc, qui est de dire à quel point peut-être que toi tu violes pas, mais réfléchis à qu'est-ce que tu fais dans ta vie qui va confronter les hommes qui violent. Donc déjà, des mecs qui violent, il y en a beaucoup. Si on parle, il y a plein de statistiques. Disons, une femme sur 8 a été violée. Alors je fais des calculs très simples, je dis deux choses. Soit c'est un mec qui les a toutes violées, ça fait quand même beaucoup. Soit un violeur viole une seule femme. Bon, on sait qu'il y a des récidivistes. On va faire une moyenne. On va dire un violeur viole 2 femmes. Donc si une femme sur 8 a été violée, un homme sur 16 est un violeur. Tu connais combien d'hommes? T'en connais plus que 16. Donc le violeur, c'est ton voisin, ton collègue, ton père, ton oncle, ton frère, ton fils. Et donc le violeur est tout près de toi. Et pareil pour les mecs qui tapent sur leurs femmes, etc. Et qu'est-ce qui, dans ton comportement, dans ce que tu dis, dans ce que tu dis pas, dans tout ce que tu fais, dans ce que tu fais pas, qu'est-ce qui confronte, qu'est-ce qui confirme ce mec qui tape sur sa femme qu'il a raison de taper sur sa femme? Creuse un peu, tu vas trouver. Et en fait, ce que j'essaye de leur dire, c'est peut-être que toi tu violes pas, mais tu joues un rôle dans le fait que des mecs se sentent ok pour violer. Et je leur montre, je leur pointe du doigt. Et je passe de la culpabilité à la responsabilité. T'es coupable ou pas, peut-être, c'est pas mon sujet. La culpabilité, c'est un sujet entre toi et la victime, et c'est pas, je suis pas en train de parler de ça. En revanche, je parle en responsabilité. Et là, la responsabilité, elle est très facile à établir. Et quand en plus je parle à des pairs, c'est-à-dire à des types bourgeois, chefs d'entreprise, des mecs ou cadres, voire cadres très supérieurs, bah là, la responsabilité, elle est hyper facile à déterminer, parce que ils sont patrons de leur petit univers. Ça peut être une équipe, ça peut être une entreprise de 30 personnes, ça peut être une entreprise de 300 personnes. Et je dis, t'as fait quoi là-dedans? C'est quoi le climat qui règne là-dedans? C'est quoi les trucs qui se disent ou qui se disent pas, qui font que y a des gars qui se sentent ok pour contrôler le compte en banque de leur femme, contrôler la façon dont elle s'habille, voire l'assassiner si elles veulent la quitter. Et en fait, cette responsabilité est très facile à pointer. Et là, on arrive à dérouler la pelote. Comment, tu disais dans une de tes newsletters, et je trouvais que le terme était vraiment adapté, tu disais on est des analphabètes, les hommes, sur les questions féministes. Quels sont toi les conseils que tu peux donner à d'autres hommes pour ne plus être analphabètes sur cette question? Là, il faut se renseigner un peu, quoi. Il faut se renseigner un peu, et comme faut arrêter de toujours poser les mêmes questions, toujours aux mêmes. Hein. En gros, explique-moi pourquoi je devrais être féministe. Question posée à des militantes féministes. Il y a énormément de contenu.
Il y a énormément de contenu pédagogique. Il faut faire un peu la démarche. C'est pas très compliqué. Il faut le faire parce que c'est quelque chose qui doit toujours conduire à une introspection. C'est-à-dire que ça n'est utile que si à un moment donné, sur un propos, on doit être capable de s'introspecter. Typiquement, est-ce que j'ai été problématique? Ok, on me dit ça, insister pour avoir un rapport sexuel. Ok, bon, en fait, j'apprends qu'il faut pas. Très bien. Est-ce que j'ai pu être problématique? Puis d'essayer de creuser. Qu'est-ce que j'ai ressenti à ce moment-là? Pourquoi je l'ai fait? Comment ça s'est passé? Comment j'ai réagi? Comment elle a réagi en face? Donc, il faut avoir ces réflexions-là. Et ça se passe entre soi et soi-même. Et ça peut commencer par se passer entre soi et Google, ou soit entre soi et Spotify. Il y a des tonnes de contenu. Et puis ça peut commencer par en parler. Ça peut tout simplement commencer par avoir une conversation avec, si on est hétéro, qu'on vit en couple, avec sa compagne sur la charge mentale, le ménage, l'argent, la sexualité, le contrat d'exclusivité ou non. Enfin, des sujets, il y en a plein. Et peut-être que si vous êtes hétéro, vous vivez en couple, vous avez chez vous la personne qui peut être votre première formatrice aussi, c'est possible. Elle, pour le coup, elle a tout à y gagner. Et ma dernière question, c'est toi, depuis que tu es féministe, qu'est-ce que tu as changé dans ta vie quotidienne? Non pas dans ta vie publique sur le travail de déconstruction et de pédagogie que tu mènes, mais vraiment, tu vois, parce que moi, en tant que féministe, quand je suis dans une interaction avec un homme, il y a plein de choses que j'analyse et j'ai plein de red flags. Ce qu'on appelle les red flags, c'est des alertes pour dire attention, là, il y a quelque chose qui potentiellement est problématique. Et quand je dis problématique, c'est pas forcément quelque chose avec une gravité sévère, mais où je suis pas à l'aise parce que je sens qu'il y a quelque chose d'une construction masculine qui, moi, me met pas bien. Je vais te donner des exemples concrets. C'est le fait de pas être clair sur quand est-ce qu'on se donne rendez-vous, c'est le fait de faire attendre. Et tout ça, c'est des choses auxquelles je suis très sensible et j'ai vu que toi, t'étais hyper carré là-dessus. T'avais pas vu mon message quand je t'ai invité, tu t'en es excusé. Tu m'as précisé que peut-être que l'horaire allait être amené à être modifié à 15 minutes près, puis ensuite tu m'as confirmé que finalement tu serais à l'heure. Voilà, c'est des choses des attentions que les hommes n'ont pas nécessairement envers les femmes. Aussi dans la façon d'échanger, dans la fluidité que je peux avoir dans mes conversations avec d'autres femmes que j'ai très rarement avec des hommes parce qu'ils sont beaucoup plus dans une contradiction de principe, une contradiction où vraiment quelqu'un pense pas la même chose que moi comme tu l'as fait précédemment. Ben, c'est intéressant parce que c'est une confrontation de point de vue. Par contre, ça m'arrive très souvent dans des discussions avec des hommes où en fait ils vont me dire non après une pensée que j'ai pu développer pour ensuite reformuler et dire quelque chose où en fait je ne vois pas la différence. Et donc en fait c'est des discussions que moi je ne supporte plus en fait parce que j'ai l'impression qu'on vient nier ma pensée sans pour autant m'apporter quelque chose qui serait un objet d'échange et de réflexion. Voilà, quelles sont toi les choses du quotidien dont tu as réussi à prendre conscience et qui maintenant sont intégrées pour toi et qui t'amènent à avoir un comportement moins masculin? Alors, intégrer, je sais pas. Working on it, je travaille dessus. Par exemple, l'interruption. Je sais que quand on est arrivé, on parlait et à un moment, je t'ai interrompu. J'ai encore beaucoup de mal à ne pas le faire. En revanche, maintenant, j'arrive à le repérer. Donc, je progresse. Il se trouve que je coupe aussi la parole aux garçons, hein, mais je sais que ça n'a pas le même effet parce qu'ils ne le reçoivent pas de la même façon. Donc, ça, c'est quelque chose auquel je travaille. Sans doute que ce sur quoi j'ai pas mal travaillé, c'est sur mon regard. Plusieurs choses. Le regard qu'on a sur les femmes dans la rue. En fait, ça fait longtemps que je me suis rendu compte que quand on regarde une femme attirante, en fait, on n'est pas le seul à la regarder, et que c'est ça le problème, en fait. Qu'en soi, regarder une femme attirante n'est pas un problème, mais qu'en fait, ce qui est un problème, c'est quand il y en a 200 qui le font, et c'est toujours comme ça que ça se passe, il y en a 200, donc il faut... Et maintenant, j'ai appris, quand je repère une femme qui m'attire a priori, je regarde autour d'elle. Et ça, je conseillerais à n'importe qui de faire ça. Tu repères une femme qui t'attire, arrête de la regarder, c'est pas très intéressant. Regarde autour d'elle, tu vas voir ce qui se passe. C'est toujours assez et c'est toujours assez instructif. Voir, ça fait flipper. Quand c'est ta propre fille, c'est encore pire parce que tu te rends compte à quel point, parce que tu te promènes souvent avec elle et donc tu te rends compte que soudain les hommes que tu croises tout le temps dans la rue la regardent. Donc là la prise de conscience elle est un peu sévère et du coup ça questionne son propre regard et je me rends compte en revanche que mon regard est attiré presque mécaniquement
par un décolleté, un sein, un truc. Là, il y a un truc de l'ordre du réflexe que j'ai acquis, dont j'ai du mal à me débarrasser. Tout savoir ce que j'en fais. Est-ce que je vais continuer de la regarder avec insistance ou est-ce que je vais arrêter de la regarder? Le réflexe est là, il est difficile à déconstruire, peut-être même impossible, je sais pas. Ce qui est tout à fait possible de déconstruire, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Bah, on arrête de regarder. C'est aussi simple que ça. Donc ça, on peut apprendre à le faire. Et puis autre chose, j'ai appris à décorréler mon comportement vis-à-vis des femmes de l'attirance que je pouvais avoir sur elles. C'est-à-dire que très vite, on se rend compte qu'on ne se comporte pas de la même façon avec une femme qu'on trouve attirante et avec une femme qu'on ne trouve pas attirante. Ça, j'ai appris à décorréler complètement. Parce que je me suis senti vraiment ridicule d'être soudain hyper effectivement attentionné, etc., à rire aux blagues d'une meuf parce qu'on la trouve canon, alors que la même mais qui nous plairait pas, on n'aurait pas le même comportement. Je trouvais ça complètement con et j'ai appris à décorréler les choses. Ça, c'est pas très compliqué, c'est intéressant à découvrir sur soi-même. Et après, de façon générale, j'ai bien aimé le fait que tu parles des red flags parce que c'est quelque chose que je dis aux types que je peux rencontrer avec qui je discute, leur faire prendre conscience qu'en tant qu'homme, ils représentent un danger pour une femme, plus ou moins important. Ça peut être un danger d'un inconfort passager, mais qui est répété, donc voilà. Ou ça peut être un danger pire, parce que les hommes sont statistiquement dangereux pour les femmes, et qu'en fait, c'est de leur devoir d'envoyer des green flags sincères, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui dans un comportement est inconfortable, embarrassant, stressant, flippant, énervant, et qui est typiquement qui est issu de notre construction masculine. Donc ça, il y a ça. Et puis ensuite il y a la colère. Et surtout quand on interagit avec des femmes militantes, féministes, elles peuvent être en colère en fait. Et elles sont en colère et c'est normal. Déjà, merci qu'elles acceptent de nous parler. Et puis qu'est-ce que ça va la colère, ça va te procurer un inconfort passager par rapport à ce que les femmes subissent de façon générale. C'est de la gnognotte, donc vas-y, prends-la la colère et puis essaye d'en faire quelque chose, mais essaye pas de la renvoyer, quoi. Ça sert pas à grand chose. Donc la colère féministe, elle existe. Heureusement qu'elle existe, c'est celle qui fait bouger les choses. Puis de temps en temps, tu la prends dans la gueule et t'y es pour rien parce que t'es un gentil garçon, fine, tu la prends dans la gueule et puis c'est comme ça. Tu vas passer à autre chose. Ça va pas te faire très mal en fait. Donc c'est toutes ces choses-là, c'est des petites choses, mais c'est voilà, et ça fait réfléchir. Tu vois, les propres réactions qu'on a par rapport à ça, normalement, elles te font réfléchir et elles te font comprendre ce qu'il faut changer. Et c'est un travail quotidien. Et tu vois, moi, en tant que féministe, évidemment, je note plein de comportements qui sont problématiques. Et très souvent, j'ai une fatigue militante qui fait que je vais pas forcément confronter la personne. Tu vois, hier soir, j'ai participé à un atelier. On était 5 personnes en plus de la personne qui l'animait. Et sur les personnes qui participaient, il y avait un seul homme. Et l'animateur était un homme. Et je t'assure que l'atelier a duré 2 heures et il a consacré plus de la moitié de son temps à regarder l'homme. Et l'autre moitié de son temps, on était 4 à se le partager, 4 femmes. Et en fait, j'ai vraiment senti comment sa concentration et son attention étaient focalisées sur ce mec. Et je suis sûre qu'il en a pas conscience. Mais voilà, j'ai décidé que hier soir, j'étais pas en forme et que j'allais pas faire de travail de pédagogie et que j'allais pas lui en parler. Mais parfois, je le fais. Et il y a quelques semaines, j'ai participé à une journée sur les podcasts et l'animateur parlait d'un podcast qui est animé par une femme et elle a organisé une soirée à l'Olympia et il disait que elle a un podcast qui est suivi quasi exclusivement par des femmes, mais elle a rempli l'Olympia. Et ce mais, il était magique, comme si les femmes n'étaient pas un public et comme si en étant suivi par des femmes, tu ne pouvais pas remplir l'Olympia, tu vois. Puis moi, j'ai bondi sur ma chaise, j'ai regardé autour de moi, je voyais que personne tiquait, du coup, sur le coup, j'en ai rien fait. Mais 3 jours après, j'y pensais encore. Parce que je me suis dit, cette journée, elle était sympa et puis c'était comme un truc désagréable qui était un peu resté dessus et qui me mettait mal. Je me suis dit, bon, écoute, si t'y penses encore, faut écrire à ce gars, quoi, tu vois. Je lui ai écrit, il a super bien réagi et voilà. Et je pense que c'est vraiment un choix individuel quand on est féministe et femme. Par moment, on a envie, on se sent de faire de la pédagogie, il n'y a pas d'obligation, mais j'aime bien cette idée que faut garder l'espoir dans le fait que la personne peut être capable de se remettre en question, parce que parfois je suis un peu désespérée par rapport à ça et je me dis les personnes elles vont pas évoluer et d'avoir ces échanges-là et de me rendre compte qu'en fait parfois c'est possible. Donc non seulement il m'a remercié de lui avoir fait ce retour, il m'a réécrit 2 fois pour me dire qu'il en revenait pas d'avoir dit un truc pareil, qu'il avait échangé avec son épouse par rapport à ce sujet. Voilà.
Donc ça, j'ai trouvé ça très positif. Et tu vois, quand je te parlais des red flags que j'ai très vite, parmi les choses que je note très très rapidement, c'est que quand tu es avec une femme que tu rencontres pour la première fois, très rapidement, tu sais si oui ou non elle est en couple. Parce qu'elle va facilement te dire mon mari, mon compagnon, mon amoureux, etc. Et en fait, ça m'arrivait plein de fois de traîner, de rencontrer des hommes dans des contextes divers, et qu'en fait, ils sont en couple. Et en fait, ils ne te donnent pas cette information. Comme si, en fait, c'est un truc qu'ils voulaient masquer au cas où il y aurait une ouverture. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très récurrent et que je note très souvent chez les hommes. Et du coup, j'apprécie, toi, t'es arrivé chez moi, je sais pas pour quelle raison, tu me parlais de ton chez toi avec qui tu vivais, etc. Et très rapidement, tu as placé ton épouse, en fait. Et moi, ça, c'est quelque chose que j'ai envie de dire aux hommes aussi. Réfléchissez au moment où il y a certaines informations que vous retenez uniquement quand vous êtes en interaction avec une femme. Parce que ça aussi, pour moi, clairement, c'est un red flag. Bon, apparemment, je suis rassuré, je t'ai pas envoyé trop de red flag. Dans la liste des choses que j'ai changées, t'as mis le doigt sur un truc qui est important. Effectivement, il y a comment tu prends le feedback féministe. Et le feedback féministe, il fait toujours mal. Systématiquement. Surtout, plus t'as travaillé sur le sujet, plus ça t'emmerde. Et j'ai appris à partir du principe systématiquement que la personne en face de moi avait raison, même si toute ma chair me disait que c'est moi qui avais raison. Parce que dans 99% des cas, en fait, c'est elle qui a raison. Et ça, je m'en suis rendu compte à mes dépens, en m'accrochant à des trucs débiles pour à la fin me rendre compte, faire, oh bah non, en fait, elle avait raison. Donc, je m'évite ce ridicule. Mais c'est vrai que c'est dur, d'autant plus quand tu travailles la question. Moi, j'ai cette problématique analogue sur les questions antiracistes, où j'essaye d'être une bonne alliée, de lire beaucoup sur le sujet, etc. Et évidemment qu'il y a des choses qui m'échappent, et quand la personne me confronte, je me sens tellement mal, tu vois. C'est comme si, tout d'un coup, on m'avait pris à défaut sur quelque chose que je pensais maîtriser. Du coup, il y a souvent un sentiment de honte qui vient, et comme il y a de la honte, il y a cette volonté de vouloir essayer de changer ce qui s'est réellement passé ou ce que tu as réellement dit pour essayer de le faire passer différemment. Mais ouais, je pense que effectivement la posture d'humilité, c'est de dire que l'expertise, elle est pas de ton côté et que tu es encore en work in progress, quoi. Absolument. C'est Robin DiAngelo dans tout son discours sur la white fragility qui insiste sur le fait que, en tout cas sur les systèmes de racisme, on nous a tellement enseigné qu'être raciste c'est mal, qu'on a tendance à penser que quand on est raciste, on est une mauvaise personne, alors qu'on peut être une bonne personne et dire des merdes racistes. Ça arrive, c'est des conneries, on dit des merdes de toute façon, et qu'il faut apprendre à décorréler les choses qu'on dit et qui nous échappent et où on est parfois souvent victime d'un système, de notre nature humaine, bonne ou mauvaise, c'est un autre sujet. Si on veut te suivre, c'est essentiellement sur la newsletter, sur LinkedIn, éventuellement un petit peu sur Instagram, et tu disais que tu l'animais pas trop. Et Facebook, visiblement, c'est bien pour les archives. Voilà, Facebook, c'est bien pour les archives. Héraclès, Kessel Média. Super, merci à toi. Merci. Devenir